En ce moment même, à cette seconde précise, pendant que vous regardez cette vidéo, quelque chose se passe autour de vous qui aurait été considéré comme de la pure folie il y a 100 ans. L'espace dans lequel vous êtes assis n'est pas une scène vide. Ce n'est pas juste du néant entre les objets. C'est une structure dynamique qui se courbe, se tord et se déforme constamment sous l'influence de la masse et de l'énergie. Et peut-être, juste peut-être, elle contient des raccourcis. Les trous de verre, des tunnels à travers la structure même de la réalité. Des connexions entre des endroits distants de l'univers qui prendraient normalement des milliards d'années à traverser. Et, ce qui est encore plus fou, peut-être même des chemins à travers le temps. Mais voici ce que la plupart des documentaires ne vous disent pas. En 1935, Albert Einstein et Nathan Rosen ont publié un article qui devait rester une simple curiosité mathématique. Ils jouaient avec les équations de la relativité générale et y ont trouvé quelque chose de troublant. Des ponts mathématiques reliant des régions éloignées de l'univers. Einstein pensait que ce n'était qu'un jeu mathématique intéressant, quelque chose que les équations permettaient, mais qui ne pouvait pas exister dans l'univers réel. Alors il a publié l'article, haussé les épaules et est passé à autre chose. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plusieurs décennies plus tard, les physiciens ont découvert que ces ponts n'étaient peut-être pas que théoriques, qu'il existait une connexion profonde, presque mystique, entre les trous de verre et l'un des phénomènes les plus étranges de la physique quantique, l'intrication quantique. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Parce que s'ils ont raison, alors les trous de verre sont partout. Dans chaque atome, dans chaque particule, dans l'air que vous respirez, dans la chaise sur laquelle vous êtes assis, en vous. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont de vraies équations, de la vraie physique et de vraies expériences qui changent en ce moment même notre compréhension de ce qu'est réellement la réalité. Mais attention, avant d'arriver à comment les trous de verre pourraient exister directement dans votre salon, nous devons d'abord comprendre ce que l'espace et le temps sont vraiment. Et c'est bien plus étrange que vous ne le pensez. Fermez les yeux un instant et imaginez l'espace vide. Que voyez-vous? Probablement rien. Du noir, du vide, une scène infinie sur laquelle les choses peuvent se produire. Les étoiles, les planètes, les gens, tout se déplace dans cet espace, mais l'espace lui-même reste intact. C'est exactement ainsi qu'Isaac Newton concevait l'espace. Et honnêtement, c'est exactement ainsi que la plupart des gens le conçoivent encore aujourd'hui. Newton voyait l'espace comme une arène invisible et immuable, absolue, rigide, omniprésente. Les choses s'y déplacent, s'y heurtent, s'y attirent, mais elles-mêmes restent immobiles et inchangées, comme une immense scène sur laquelle se joue le drame de l'univers. Et vous savez quoi? Pendant 2 siècles et demi, ça a fonctionné parfaitement. La physique de Newton pouvait prédire le mouvement des planètes avec une précision stupéfiante. Les trajectoires des boulets de canon, les orbites des lunes, les marées. Pratiquement tout ce à quoi vous pouvez penser. Les ingénieurs ont construit des ponts, des navires et plus tard des machines à vapeur, tout selon les lois de Newton. Et tout fonctionnait. Mais ensuite, un problème est apparu. À la fin du 19e siècle, les physiciens essayaient de mesurer quelque chose d'apparemment simple. À quelle vitesse la Terre se déplace-t-elle à travers cet espace absolu? Ils ont utilisé la lumière comme point de référence. La logique était simple. Si la Terre se déplace dans l'espace à une certaine vitesse, alors la lumière voyageant dans la direction du mouvement de la Terre devrait paraître plus lente que la lumière voyageant perpendiculairement à cette direction. Comme quand vous courez contre le vent versus avec le vent. Albert Michelson et Edward Morley ont construit un instrument incroyablement sensible et ont réalisé l'expérience. Le résultat? Absolument rien. Aucune différence. La lumière se comportait exactement de la même manière dans toutes les directions, comme si aucun espace absolu n'existait.
Les physiciens étaient perplexes. Certains ont essayé d'expliquer le résultat par des théories compliquées sur la façon dont les instruments se contractent dans la direction du mouvement. D'autres affirmaient que l'expérience devait être erronée. Et puis, un jeune employé du bureau des brevets de Berne est arrivé. Albert Einstein n'avait pas accès à de grands laboratoires. Il n'avait pas de poste universitaire prestigieux. Il n'avait que son esprit et la volonté de penser différemment des autres. Einstein s'est posé une question apparemment simple. Et si la vitesse de la lumière était la même pour tous les observateurs, quelle que soit la vitesse à laquelle ils se déplacent? Et si Michelson et Morley avaient obtenu le bon résultat, et que le problème venait de notre compréhension de l'espace et du temps? Ça semble innocent, presque trivial, mais les conséquences ont été absolument catastrophiques pour notre compréhension intuitive de la réalité. Imaginez que vous êtes dans un train roulant à 100 km à l'heure. Vous lancez une balle vers l'avant à 20 km à l'heure. Pour un observateur debout sur le quai, la balle vole à 120 km à l'heure. La vitesse du train plus la vitesse de la balle. Simple addition. Logique, non? Mais que se passe-t-il si, au lieu d'une balle, vous allumez une lampe de poche? La lumière voyage à environ 300 000 km par seconde. Selon la même logique, l'observateur sur le quai devrait mesurer 300 000 km par seconde plus la vitesse du train. Sauf qu'il ne le fait pas. Il mesure exactement 300 000 km par seconde. Tout comme vous dans le train. La lumière a toujours la même vitesse. Pour vous dans le train. Pour la personne sur le quai. Pour un astronaute volant à la moitié de la vitesse de la lumière. Pour tout le monde. Et voici le retournement de situation qui a changé la physique pour toujours. Pour que cela ait un sens, quelque chose d'autre doit changer. Quelque chose que nous pensions absolu et immuable. Et ce quelque chose d'autre, c'est l'espace et le temps eux-mêmes. Einstein a montré que l'espace se contracte dans la direction du mouvement. Plus vous vous déplacez vite, plus vous devenez court dans la direction du mouvement. Pour vous, rien ne change. Mais pour un observateur qui ne bouge pas, vous êtes réellement plus court. Et le temps? Le temps ralentit. Les horloges sur une fusée volant rapidement tic-tactent plus lentement que les horloges sur Terre. Non pas parce qu'elles sont cassées, parce que le temps lui-même s'écoule plus lentement. Et ces effets ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des illusions d'optique. Ils sont mesurables, réels, testés des milliers de fois. Mais ce n'était que le début. En 1907, Einstein était assis au bureau des brevets et réfléchissait à la gravité. Newton avait décrit la gravité comme une force qui attire les objets massifs les uns vers les autres. La Terre attire la pomme. Le Soleil attire la Terre. Simple. Mais quelque chose tracassait Einstein. Comment cette force agit-elle à travers l'espace vide? Comment le Soleil sait-il que la Terre est là, et vice-versa? Et puis, ça lui est venu. Dans l'un de ces moments qu'il a plus tard appelé la pensée la plus heureuse de sa vie. Une personne tombant en chute libre ne sent pas son propre poids. Quand vous tombez, vous êtes en apesanteur. Pour vous, c'est comme si la gravité n'existait pas. Seul l'impact avec le sol vous rappelle qu'elle existe. Ça semble trivial. Mais Einstein a réalisé quelque chose de profond. Imaginez que vous êtes dans une cabine fermée, sans fenêtre. Vous sentez quelque chose qui vous pousse vers le sol. Est-ce la gravité terrestre? Ou est-ce que la cabine est une fusée qui accélère vers le haut? Vous ne pouvez pas faire la différence, par aucune expérience. La gravité et l'accélération sont indiscernables, et cela signifie quelque chose de stupéfiant. La gravité n'est pas une force au sens traditionnel. Ce n'est pas quelque chose qui tire les objets les uns vers les autres à travers l'espace vide. La gravité est la courbure de l'espace et du temps. Il a fallu 8 années supplémentaires de travail intense à Einstein pour traduire cette idée en mathématiques. Il a dû apprendre de nouveaux domaines de la géométrie. Il s'est trompé plusieurs fois et a dû recommencer. Mais en 1915, il a achevé sa théorie de la relativité générale.
et il a changé notre compréhension de l'univers pour toujours. L'idée fondamentale est étonnamment simple une fois que vous la comprenez. La masse et l'énergie disent à l'espace comment se courber, et l'espace courbé dit à la masse comment se déplacer. La Terre n'orbite pas autour du Soleil, parce qu'une force invisible l'attire. La Terre se déplace sur la trajectoire la plus droite possible, dans l'espace courbé autour du Soleil. Et cette trajectoire la plus droite dans un espace courbé est une ellipse. C'est comme quand vous essayez de marcher droit sur la surface d'une sphère. Même si vous ne tournez pas, même si vous allez toujours tout droit, vous finissez par revenir là où vous avez commencé. Ou imaginez 2 fourmis sur un trampoline. Vous placez une boule de bowling au milieu. Le trampoline s'enfonce et les fourmis, qui essaient de marcher droit, seront inévitablement attirées vers le creux. Non pas parce que la boule de bowling les attire, parce que l'espace autour d'elle est courbé. La gravité n'est pas une force, c'est de la géométrie. Et c'est là qu'entrent en jeu les trous de verre. Parce que si l'espace peut se courber, peut-il aussi se connecter? Imaginez une feuille de papier. Vous dessinez 2 points aux extrémités opposées. Vous voulez aller d'un point à l'autre. Vous pouvez marcher sur la surface du papier, à travers toute sa longueur, un long chemin, ou vous pouvez faire autre chose. Vous prenez le papier, vous le pliez en 2 et vous connectez les points directement. Vous percez un trou et vous y êtes. C'est l'idée fondamentale du trou de verre. Un raccourci à travers l'espace. En 1935, 20 ans après la publication de la relativité générale, Einstein et Nathan Rosen examinaient les équations des trous noirs. Et ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Les solutions de leurs équations suggéraient qu'un trou noir pourrait être connecté à une autre région de l'univers, ou même à un autre univers. Pas comme un tunnel que vous pourriez traverser, plutôt comme un pont mathématique, une connexion dans les équations. Ils l'ont appelé le pont d'Einstein-Rosen. Aujourd'hui, nous l'appelons trou de verre. Mais il y avait un sérieux problème. Ces ponts étaient extrêmement instables. Ils apparaissaient dans les équations, mais s'effondraient immédiatement. Plus vite que quoi que ce soit puisse les traverser. Même la lumière. Alors, les physiciens ont fait ce qu'ils font souvent quand ils rencontrent une curiosité mathématique sans signification pratique. Ils ont rangé ces bizarreries théoriques dans un tiroir et sont passés à autre chose. Mais les équations n'ont pas disparu. Elles sont restées là, attendant. Et quelques décennies plus tard, il s'est avéré qu'ils avaient peut-être manqué quelque chose de fondamental. Pour comprendre où nous mènent les trous de verre, nous devons d'abord regarder leurs parents plus sombres, les trous noirs. En 1783, le géologue anglais John Michell a écrit quelque chose qui ressemblait à de la pure fantaisie. Et s'il existait des étoiles si massives que leur gravité ne laisserait même pas la lumière s'échapper? À l'époque, ce n'était qu'une pensée intéressante. Personne ne savait ce qu'était vraiment la lumière. Personne ne comprenait la gravité comme nous la comprenons aujourd'hui. C'était juste une spéculation. Mais un siècle et demi plus tard, elle est devenue réalité. En 1915, quelques mois seulement après la publication de la relativité générale d'Einstein, l'astronome allemand Karl Schwarzschild a fait quelque chose de remarquable. Schwarzschild servait dans l'armée allemande sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Entre les batailles, il a trouvé le temps de résoudre les équations incroyablement compliquées d'Einstein pour le cas d'une étoile parfaitement sphérique et non rotative. Et il a trouvé quelque chose d'effrayant. Si vous comprimez la matière dans un volume suffisamment petit, une frontière se forme de laquelle rien, absolument rien, ne peut s'échapper. Pas même la lumière, pas même l'information, pas même le temps au sens ordinaire du terme. Pour le Soleil, ce serait environ 3 km. Si vous comprimiez tout le Soleil en une sphère de 3 km de diamètre, un trou noir se formerait. Pour la Terre, ce serait moins d'1 centimètre. Mais voici la chose importante. Schwarzschild n'a pas inventé ces objets.
Il a simplement montré que les équations d'Einstein les permettaient. Et ce que les mathématiques permettent, la nature le réalise souvent. Quand une étoile plusieurs fois plus massive que le Soleil épuise son combustible nucléaire, son noyau s'effondre. La gravité, qui avait été équilibrée toute la vie de l'étoile par la pression des réactions nucléaires, n'a soudainement plus de résistance. Et si l'étoile est suffisamment massive, rien ne l'arrête. Ni la pression des électrons, ni la pression des neutrons. Elle s'effondre simplement encore et encore, jusqu'à la singularité. Un point avec une densité théoriquement infinie et un volume nul. Un trou noir. Maintenant, imaginez que vous tombez dans un trou noir. Au début, rien de dramatique. Vous flottez dans l'espace et vous voyez devant vous l'horizon des événements. Cette frontière au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Il ressemble à une sphère parfaitement noire sur fond d'étoiles. Mais pas une noirceur ordinaire. Les étoiles derrière sont courbées, déformées, comme si vous regardiez à travers une énorme lentille. En vous approchant, les forces gravitationnelles commencent à augmenter. Et c'est là que le problème survient. Vos pieds sont plus proches du trou noir que votre tête. Ils sont attirés plus fortement. Cette différence, appelée force de marée, commence à vous étirer. Les physiciens appellent sérieusement cela la spaghettification. Oui, vraiment, la spaghettification, parce que ça vous étire comme un spaghetti. Pour un trou noir stellaire, disons 10 fois plus massif que le Soleil, vous seriez déchiré avant même d'atteindre l'horizon des événements. Mais pour les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ils sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Et paradoxalement, les forces de marée à leur horizon sont beaucoup plus faibles. Vous pourriez survivre au passage de l'horizon. Du moins pour un moment. Et ensuite, c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Au-delà de l'horizon des événements, les rôles de l'espace et du temps s'inversent. À l'extérieur, dans l'univers normal, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quelle direction dans l'espace. En avant, en arrière, à gauche, à droite. Mais vous êtes forcé d'avancer dans le temps. Vous ne pouvez pas aller dans le passé. À l'intérieur d'un trou noir, c'est l'inverse. Vous pouvez théoriquement vous déplacer dans n'importe quelle direction dans le temps. Mais vous êtes forcé de vous déplacer vers la singularité dans l'espace. La singularité n'est pas un endroit quelque part dans votre espace. C'est votre futur, inévitable. Comme demain est inévitable pour nous. Vous ne pouvez pas l'éviter, tout comme vous ne pouvez pas arrêter le temps. Mais c'est là qu'Einstein et Rosen ont trouvé cette chose étrange. Quand ils ont décrit mathématiquement l'intérieur d'un trou noir, ils ont découvert que la solution continuait, au-delà de la singularité, vers une autre région, comme si vous passiez à travers un miroir vers un second univers. Les équations disaient que de l'autre côté de la singularité se trouvait une autre région de l'espace. Peut-être une autre partie de notre univers. Peut-être un univers complètement différent. Le problème ? Ce chemin est infranchissable. L'horizon des événements vous écrase avant que vous n'arriviez nulle part. Le pont s'effondre plus vite que quoi que ce soit puisse le traverser. Mais et s'il existait un moyen de stabiliser le pont ? En 1988, le physicien Kip Thorne, l'un des plus grands experts en relativité générale, a montré que, théoriquement, il existait un moyen. Il faudrait quelque chose que nous appelons la matière exotique. De la matière avec une densité d'énergie négative. Ça semble absurde. De la matière avec une masse négative. La matière normale courbe l'espace vers l'intérieur. C'est pourquoi elle crée une gravité qui attire les choses. La matière exotique ferait l'inverse. Elle courberait l'espace vers l'extérieur. Elle repousserait. Si vous aviez suffisamment de matière exotique et que vous la placiez correctement, vous pourriez soutenir un trou de verre. Le maintenir ouvert. Ça ressemble à de la pure science-fiction, sauf qu'il y a des indices que quelque chose comme ça existe réellement. L'effet Casimir. Quand vous placez deux plaques métalliques très proches l'une de l'autre dans le vide,
elles s'attirent. La raison? Les fluctuations quantiques du vide entre les plaques sont limitées. L'énergie entre les plaques est inférieure à l'énergie du vide environnant, relativement parlant, de l'énergie négative. L'effet Casimir a été confirmé expérimentalement. Il existe. Le problème? La quantité de matière exotique nécessaire pour stabiliser un trou de verre macroscopique serait astronomique. L'équivalent de la masse d'étoiles, peut-être de galaxies, et personne ne sait si cela fonctionnerait même à cette échelle. Alors, sommes-nous revenus au point de départ? Les trous de verre comme curiosité mathématique sans signification pratique? Pas tout à fait. Parce que en 2013 est venue une découverte qui a tout changé. Et ça commence par quelque chose qu'Einstein a détesté toute sa vie. La mécanique quantique. En 1935, la même année où Einstein et Rosen ont publié l'article sur les ponts dans l'espace, Einstein a publié un autre article, cette fois avec Boris Podolsky et Nathan Rosen. Et cette fois, il ne voulait pas découvrir quelque chose. Il voulait réfuter quelque chose. Il voulait prouver que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir quelque chose de plus, une couche cachée de la réalité, que la mécanique quantique ne voyait pas. Pourquoi? Parce que la mécanique quantique disait quelque chose qu'Einstein considérait comme une absurdité totale. Imaginez que vous créez deux particules simultanément. Par exemple, deux photons qui naissent d'un seul photon original. La mécanique quantique dit que ces particules peuvent être intriquées, connectées d'une manière qui n'a pas d'équivalent en physique classique. Qu'est-ce que cela signifie? Vous envoyez une particule sur la Lune, vous gardez l'autre sur Terre. La distance entre elles est de 384 000 km. Vous mesurez une propriété de la particule sur Terre, par exemple son spin, qui est quelque chose comme sa direction de rotation. Et à ce moment, instantanément, sans aucun délai, sans aucun signal, vous connaissez aussi le spin de la particule sur la Lune. Et il ne s'agit pas seulement de le savoir. En mesurant la particule sur Terre, vous avez influencé l'état de la particule sur la Lune. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Einstein a appelé cela l'action fantôme à distance. Spukhafte Fernwirkung en allemand. Et il était absolument convaincu que ce ne pouvait pas être vrai. Son argument était élégant. Soit les particules ont toujours eu des propriétés définies que nous ne connaissions simplement pas, comme quand vous lancez un dé et couvrez le résultat. Soit l'information voyage plus vite que la lumière, ce qui violerait la relativité restreinte. Parce que la relativité restreinte dit clairement que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Aucune information, aucun signal, rien. Donc, selon Einstein, il devait y avoir des variables cachées, quelque chose qui détermine le résultat de la mesure à l'avance, sauf qu'on ne le sait pas. Niels Bohr, le père de la mécanique quantique, n'était pas d'accord. Il affirmait que la mécanique quantique était complète, que notre intuition classique ne fonctionne tout simplement pas au niveau quantique, que les particules n'ont vraiment pas de propriétés définies tant qu'on ne les mesure pas. Ce débat a duré des décennies. Einstein et Bohr se sont disputés lors de conférences, dans des lettres, dans des expériences de pensée. Et la plupart des physiciens donnaient raison à Bohr. Mais personne ne savait avec certitude. Jusqu'en 1964. Le physicien irlandais John Bell a fait quelque chose de génial. Au lieu d'arguments philosophiques, il a trouvé un moyen de trancher la question expérimentalement. Il a montré que si des variables cachées existent, comme le prétendait Einstein, alors certaines corrélations statistiques entre les mesures de particules intriquées doivent satisfaire certaines inégalités mathématiques. Les inégalités de Bell. Si la nature fonctionne comme Einstein le pensait, ces inégalités ne peuvent pas être violées. Si Bohr a raison, la nature les violera. Et les expériences? En 1982, le physicien français Alain Aspect a réalisé la première expérience vraiment décisive. Il a mesuré des photons intriqués avec une grande précision,
et a rapidement changé ce qu'il mesurait exactement pour exclure la possibilité que les particules échangent des informations d'une manière ou d'une autre. Et le résultat était sans équivoque. La nature viole les inégalités de Bell. Les variables cachées au sens d'Einstein n'existent pas. L'intrication quantique est réelle. En 2022, Aspect, avec John Clauser et Anton Zeilinger, a reçu le prix Nobel de physique pour ce travail. Mais attendez, s'il n'y a pas de variable cachée, cela signifie-t-il que l'information voyage vraiment plus vite que la lumière? L'intrication viole-t-elle la relativité restreinte? Non. Et voici le détail clé que beaucoup négligent. Quand vous mesurez une particule intriquée, vous obtenez un résultat aléatoire, soit spin vers le haut, soit spin vers le bas. 50-50. Vous ne pouvez pas choisir. Votre mesure détermine instantanément l'état de la particule distante. Si vous mesurez spin vers le haut, la particule distante a spin vers le bas. Mais cette personne distante ne le sait pas. Elle ne voit que son propre résultat aléatoire. Elle n'a aucun moyen de savoir si vous avez mesuré ou non, si son résultat est une conséquence de votre mesure, ou s'il aurait été le même sans elle. Ce n'est que lorsque vous comparez les résultats, quand vous vous appelez ou envoyez un message, que vous voyez ces corrélations étonnantes. Et cette comparaison doit se faire de manière classique, au maximum, à la vitesse de la lumière. Donc la relativité restreinte reste intacte. Aucune information utilisable ne voyage plus vite que la lumière. Mais il y a quelque chose là. Une connexion, une corrélation qui ignore la distance. Quelque chose qui relie deux particules, même si elles sont aux extrémités opposées de l'univers. Einstein appelait ça « fantomatique ». Et il avait raison de dire que c'était étrange. Mais il avait tort de dire que c'était impossible. Et c'est là qu'entre en jeu cette idée folle qui a changé la physique moderne. Et si cette connexion n'était pas magique? Et si elle était géométrique? En 2013, Juan Maldacena et Leonard Susskind, deux des physiciens théoriciens les plus respectés de notre époque, ont publié un article avec un titre provocateur. Ils affirmaient quelque chose qui semblait absolument absurde. Les ponts d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire les trous de verre, et l'intrication d'Einstein-Podolsky-Rosen sont la même chose. ER égale EPR. 4 lettres qui expliquent peut-être la structure de la réalité. Autrement dit, les trous de verre et l'intrication quantique sont deux faces de la même pièce. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Imaginez deux trous noirs qui sont nés d'une seule source, par exemple de l'effondrement d'une énorme étoile qui s'est divisée en deux parties. Ces trous noirs sont quantiquement intriqués. Maldacena et Susskind affirmaient que ces trous noirs sont connectés par un trou de verre. Pas un trou de verre que vous pourriez traverser, mais une connexion géométrique dans l'espace. Un pont. Et voici l'idée clé, révolutionnaire. L'intrication crée l'espace. La connexion entre les systèmes intriqués n'est pas juste une corrélation quantique abstraite. C'est une connexion géométrique à travers l'espace-temps, un trou de verre. Si c'est vrai, alors les trous de verre ne sont pas juste des tunnels exotiques entre des endroits distants, nécessitant des quantités impossibles d'énergie. Ce sont les blocs de construction fondamentaux de l'espace lui-même. Et cela a des conséquences absolument folles. Pour comprendre à quel point l'idée ER égale EPR est profonde et révolutionnaire, nous devons d'abord regarder l'une des découvertes les plus étranges de la physique théorique moderne. La découverte qui dit que l'univers fonctionne peut-être comme un énorme hologramme. Dans les années 90, deux physiciens, le néerlandais Gerard T. Hooft et l'américain Leonard Susskind, sont arrivés avec une idée radicale. Une idée si étrange que presque personne ne la prenait au sérieux au début. Ils se sont posé une question apparemment simple. Combien d'informations peut tenir dans un trou noir? Classiquement, vous vous attendriez à ce que cela dépende du volume. Plus le volume est grand, plus il y a d'informations. Comme quand vous avez un disque dur plus grand, plus de données tiennent dessus. Faux.
Stephen Hawking et Jacob Bekenstein ont montré quelque chose de surprenant. La quantité maximale d'informations qui peut être contenue dans un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon des événements. Pas au volume, à la surface. Arrêtez-vous un moment et réfléchissez à ce que cela signifie. Imaginez cette pièce, toutes les informations qu'elle contient, la position de chaque atome, l'état de chaque particule, tout ce que vous auriez besoin de savoir pour décrire parfaitement la pièce. Selon le principe holographique, vous pouvez écrire toutes ces informations sur les murs de la pièce, sur une surface bidimensionnelle, comme un hologramme. Un hologramme est un objet bidimensionnel qui contient des informations sur une scène tridimensionnelle. Quand vous le regardez de la bonne façon, vous voyez une image tridimensionnelle. Et le principe holographique dit que l'univers entier pourrait fonctionner de manière similaire. Toute l'information dans l'espace tridimensionnel pourrait être encodée sur sa frontière bidimensionnelle. Ça ressemble à un tour mathématique, à un jeu philosophique sans signification pratique? Attendez. En 1997, le jeune physicien argentin Juan Maldacena a fait quelque chose qui a secoué le monde de la physique théorique. Il a montré un exemple concret où le principe holographique fonctionne exactement. Pas approximativement, pas comme une approximation. Exactement. D'un côté, vous avez un certain type d'espace courbé, appelé espace anti de Sitter. C'est un espace avec une constante cosmologique négative, qui diffère de notre univers, mais qui est mathématiquement bien défini. Dans cet espace, la gravité existe. Les trous noirs existent. Les trous de verre existent. Tout ce que vous attendriez d'un espace décrit par la relativité générale. De l'autre côté, vous avez la théorie quantique des champs, une théorie des particules et de leurs interactions. Mais cette théorie vit à la frontière de l'espace anti de Sitter, sur son bord. Et dans cette théorie, la gravité n'existe pas. Et voici le miracle. Ces deux descriptions sont mathématiquement équivalentes, identiques. Tout ce qui se passe à l'intérieur de cet espace, y compris la gravité, y compris les trous noirs, y compris les trous de verre, est encodé dans la théorie quantique à la frontière. Et cette théorie à la frontière n'a pas de gravité. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une analogie. C'est une équivalence mathématique exacte que vous pouvez prouver avec des équations. On appelle cela la correspondance ADS/CFT. Et c'est l'une des découvertes les plus importantes de la physique théorique des 30 dernières années. Des milliers de physiciens à travers le monde ont passé des décennies à examiner cette correspondance. Et chaque fois qu'ils l'ont testée, elle a fonctionné. Et voici comment cela se connecte. AER égale EPR. Dans la correspondance ADS/CFT, les régions de l'espace à l'intérieur sont connectées aux régions à la frontière. Et le degré d'intrication quantique entre les régions à la frontière correspond à la connexion géométrique à l'intérieur. Plus deux systèmes à la frontière sont intriqués, plus ils sont proches dans la géométrie intérieure. Et s'ils sont maximalement intriqués? Un trou de verre. C'est cette idée radicale qui change tout. L'espace n'est pas fondamental. Ce n'est pas le bloc de construction de base de la réalité. Ce n'est pas la scène sur laquelle la physique se joue. L'espace est un phénomène émergent. Il naît de quelque chose de plus profond, de l'intrication quantique. Imaginez un énorme réseau de systèmes quantiques intriqués, des milliards et des milliards de particules, connectées par des liens quantiques invisibles. Chaque intrication crée une connexion, une relation, une corrélation. Et un réseau suffisamment dense de ces connexions crée quelque chose que nous percevons comme un espace continu. La pièce dans laquelle vous êtes assis, la distance entre vous et l'écran, l'espace entre les étoiles. Tout cela pourrait n'être que la manifestation d'un immense réseau de corrélations quantiques. L'espace comme illusion. Non pas dans le sens où il n'existe pas. Il existe, il fonctionne. Vous pouvez le mesurer.
Mais il n'est pas fondamental. Il émerge de quelque chose de plus profond. Et les trous de verre. Ce sont des connexions extraordinairement fortes dans ce réseau. Des raccourcis. Des endroits où l'intrication est si intense qu'elle crée une connexion géométrique directe entre des régions distantes. Mais attention, je ne dis pas que vous pouvez créer un trou de verre en connectant deux téléphones portables, ou que chaque intrication quantique est un trou de verre que vous pourriez traverser. La théorie a des conditions et des limitations strictes. Les trous de verre qui naissent de l'intrication de particules ordinaires sont microscopiques, plus petits qu'un atome, plus petits qu'un proton, et ils sont infranchissables. Mais je dis quelque chose de peut-être encore plus étrange. Les trous de verre ne sont peut-être pas des tunnels rares et exotiques nécessitant des quantités impossibles d'énergie et de la matière exotique hypothétique. Ils sont peut-être une partie fondamentale de la structure de la réalité. Partout, constamment, en chaque point de l'espace. Seulement, ils sont trop petits et trop instables pour que nous puissions les utiliser. Pour l'instant. Mais il y a encore une pièce du puzzle. Un problème qui a tourmenté les physiciens pendant 40 ans. Et les trous de verre l'ont peut-être résolu. En 1974, un jeune physicien britannique nommé Stephen Hawking a fait une découverte qui empêche les physiciens de dormir encore aujourd'hui. Hawking examinait ce qui se passe à la frontière d'un trou noir, à l'horizon des événements, et il a utilisé la mécanique quantique d'une manière dont personne ne l'avait utilisée avant. Il a montré que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Les effets quantiques près de l'horizon des événements font que le trou noir rayonne lentement, très lentement. On appelle cela le rayonnement de Hawking. Comment ça fonctionne? La mécanique quantique dit que le vide n'est pas vide. Des paires de particules virtuelles y naissent et meurent constamment. Une particule et une antiparticule, qui apparaissent de nulle part, existent une fraction de seconde, puis s'annihilent mutuellement. Normalement, cela n'a aucun effet mesurable, mais près de l'horizon des événements, quelque chose d'étrange peut se produire. Une paire de particules naît juste à côté de l'horizon. L'une d'elles tombe à l'intérieur. L'autre s'échappe à l'extérieur. Et parce que celle qui est tombée avait une énergie négative par rapport à l'observateur extérieur, le trou noir perd un peu de masse. Au fil du temps, d'un temps très long, le trou noir perd de la masse. Et finalement, il s'évapore complètement. Pour un trou noir stellaire, cela prendrait plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Beaucoup plus longtemps. Mais en principe, cela se produira. Ça semble être une découverte intéressante, mais inoffensive. Attendez, il y a un énorme problème. Un problème qui a divisé les physiciens pendant des décennies. Jetez un livre dans un trou noir. Toute l'information dans ce livre. Le texte, les images, la structure moléculaire du papier. Tout tombe au-delà de l'horizon. Le trou noir finit par s'évaporer. Qu'advient-il de cette information? Hawking affirmait initialement que l'information disparaît. Elle cesse simplement d'exister. Le rayonnement de Hawking est purement thermique, aléatoire. Il ne porte aucune information sur ce qui est tombé à l'intérieur. Comme si vous brûliez un livre et n'aviez que des cendres. Des cendres, vous ne pouvez pas reconstruire le livre. Ça semble raisonnable. Mais il y a un piège. La mécanique quantique a une règle fondamentale appelée unitarité. Et cette règle dit que l'information ne peut pas se perdre. Jamais. En aucune circonstance. Elle peut se transformer. Elle peut se disperser. Elle peut devenir pratiquement inaccessible. Mais elle ne peut pas disparaître. Si vous connaissez l'état exact d'un système maintenant, vous pouvez théoriquement calculer son état dans le passé et dans le futur. L'information est conservée. Mais si les trous noirs détruisent l'information, cette règle ne tient pas. Et si cette règle ne tient pas, toute la mécanique quantique s'effondre. Ceci est devenu connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs. Et les physiciens s'en sont disputés pendant 40 ans. Hawking affirmait que l'information se perd
et que la mécanique quantique doit être modifiée. La plupart des autres physiciens, y compris Leonard Susskind, affirmaient que l'information doit être conservée et que quelque chose cloche dans le calcul de Hawking. Qui avait raison? En 2004, Hawking a publiquement reconnu qu'il s'était trompé. L'information ne se perd pas. Elle s'échappe d'une manière ou d'une autre dans le rayonnement de Hawking. Mais comment exactement? Cela restait un mystère, jusqu'en 2019. Un groupe de physiciens dirigé par Ahmed Al-Meiri a proposé une idée révolutionnaire. Et les trous de verre y jouent un rôle clé. Ils ont montré que si vous incluez correctement les effets de l'intrication quantique et certaines structures géométriques, l'information du trou noir s'échappe effectivement, mais pas lentement et uniformément, comme la plupart des gens le pensaient. Elle s'échappe d'un coup, à un certain point de l'évolution du trou noir, appelé le Page Time, nommé d'après le physicien Don Page. Et le mécanisme? Les trous de verre. Pas des tunnels physiques que vous pourriez traverser, mais des structures mathématiques dans les équations. Des connexions géométriques entre l'intérieur du trou noir et le rayonnement de Hawking qui s'est déjà échappé. Ces structures s'appellent des îles, des régions étranges à l'intérieur du trou noir qui sont quantiquement intriquées avec le rayonnement extérieur. Et cette intrication crée, oui, des trous de verre. ER égale EPR, sauf la cohérence de la physique. Encore et encore. L'intrication entre l'intérieur du trou noir et les particules émises crée une connexion géométrique, un trou de verre. Et à travers ce trou de verre, l'information s'échappe, pas comme un signal que vous pourriez lire, comme de subtiles corrélations encodées dans le rayonnement de Hawking. Des corrélations que vous pourriez théoriquement décoder si vous capturiez tout le rayonnement et aviez une puissance de calcul infinie. Pratiquement impossible, mais en principe possible. Et c'est tout ce dont la physique a besoin. L'information est conservée. La mécanique quantique fonctionne. Et les trous de verre sont ce qui le rend possible. Et vous savez ce qui est fascinant? Nous pouvons commencer à tester tout cela. Pas avec de vrais trous noirs, qui sont trop loin et trop dangereux, mais avec quelque chose que nous appelons des trous noirs analogiques. Ce sont des systèmes qui copient mathématiquement le comportement des vrais trous noirs. Ils n'ont pas de gravité, ils n'ont pas de singularité, mais ils ont un horizon des événements. Par exemple, un tourbillon d'eau. Imaginez de l'eau s'écoulant dans une bonde. Près de la bonde, l'eau coule de plus en plus vite. Et à un certain point, elle coule plus vite que la vitesse du son dans l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Une onde sonore ne peut pas s'échapper contre le courant. Si vous étiez un petit poisson et criez à l'aide, votre cri n'atteindrait jamais le monde extérieur. Vous avez un horizon des événements sonores. Jeff Steinhauer, du Technion en Israël, a créé quelque chose d'encore plus sophistiqué. Un trou noir analogique fait d'atomes ultra-froids. Un condensat de Bose-Einstein se déplaçant à une vitesse supersonique. Et il a détecté l'analogue du rayonnement de Hawking. Pas le rayonnement gravitationnel d'un trou noir gravitationnel, mais des fluctuations quantiques de l'horizon sonore qui se comportent exactement selon la théorie de Hawking. Des particules naissant du vide près de l'horizon. L'une tombe à l'intérieur, l'autre s'échappe à l'extérieur. Exactement comme Hawking l'avait prédit. Et ce qui est le plus intéressant, ces systèmes analogiques présentent une intrication entre les particules à l'intérieur et à l'extérieur de l'horizon. Si ER égale EPR est vrai, alors ces systèmes analogiques contiennent aussi l'analogue des trous de verre. Des trous de verre, dans un tourbillon d'eau, dans des atomes ultra-froids, dans des circuits supraconducteurs, dans des expériences de laboratoire à travers le monde. Bien sûr, ce ne sont pas de vrais tunnels à travers l'espace, mais ce sont des systèmes qui se comportent de la même manière. Et en étudiant ces systèmes, nous apprenons comment fonctionnent les trous de verre. Et c'est le premier pas vers tout le reste. Maintenant, nous arrivons à la question que vous attendez depuis le début.
La question qui fascine les gens depuis la première fois qu'ils ont entendu parler des trous de verre. Le voyage dans le temps. Est-ce possible? Et qu'est-ce que cela signifierait? Commençons par ce que nous savons avec certitude. Ce qui n'est pas de la spéculation, mais un fait dur et mesurable. Le voyage dans le temps vers le futur est réel. Il se produit en ce moment même. Scott Kelly, l'astronaute américain, a passé 1 an sur la Station spatiale internationale. Son jumeau Mark est resté sur Terre. Quand Scott est revenu, il était plus jeune de 5 millisecondes que Mark. 5 millisecondes. Ça semble n'être rien, mais c'est mesurable, réel. Scott a littéralement voyagé dans le futur, même si ce n'est que d'une infime fraction de seconde. Pourquoi? Parce que le temps en orbite s'écoule un peu plus lentement. En partie à cause de la vitesse à laquelle la station se déplace. En partie à cause de la gravité plus faible à 400 km d'altitude. Les satellites GPS doivent constamment corriger leurs horloges, parce que le temps s'écoule différemment pour eux que sur Terre. Sans ces corrections, la navigation serait inutile. Votre voiture vous montrerait une position à des kilomètres de là où vous êtes vraiment. Donc oui, le voyage dans le temps vers le futur fonctionne. Et c'est étonnamment simple. Il suffit de se déplacer vite. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à quelqu'un qui ne se déplace pas. Théoriquement, si vous voyagiez à une vitesse proche de celle de la lumière, vous pourriez en quelques années de votre temps traverser des milliers d'années du temps sur Terre. Vous reviendriez dans un futur où tous ceux que vous connaissez sont morts depuis longtemps. Ce n'est pas une pensée agréable, mais c'est physiquement possible. Et une forte gravité a le même effet. Plus vous êtes proche d'un objet massif, plus le temps s'écoule lentement. Les horloges à la surface de la Terre tic-tac imperceptiblement plus lentement que les horloges au sommet d'une montagne. De façon mesurable, vérifiable. Si vous viviez à la surface d'une étoile à neutrons, où la gravité est 1 milliard de fois plus forte que sur Terre, le temps s'écoulerait nettement plus lentement pour vous que pour le reste de l'univers. Donc le voyage vers le futur? Oui, ça fonctionne. Ce n'est pas de la fiction. Mais qu'en est-il du voyage de retour? Qu'en est-il du voyage dans le passé? C'est là que les choses se compliquent. La relativité générale permet théoriquement quelque chose que les physiciens appellent des courbes temporelles fermées. Ce sont des trajectoires à travers l'espace et le temps sur lesquelles un objet revient dans son propre passé. Des boucles dans le temps. En 1949, quelques années seulement avant la mort d'Einstein, le mathématicien Kurt Gödel a trouvé une solution aux équations d'Einstein où de telles boucles existent. L'univers de Gödel est un univers en rotation. L'univers entier tourne comme un énorme disque. Et dans cet univers en rotation, il existe des chemins qui vous ramènent dans votre propre passé. Einstein était troublé. Ses propres équations permettaient quelque chose qu'il considérait comme logiquement impossible. Mais l'univers de Gödel ne correspond pas au nôtre. Notre univers ne tourne pas. Du moins, pas de façon mesurable. Donc, la solution de Gödel est mathématiquement intéressante, mais physiquement sans rapport. Il y a d'autres solutions, des cylindres rotatifs infiniment longs, des univers avec certains types de matière, tout mathématiquement valide, tout physiquement irréalisable. Et puis, il y a les trous de verre. En 1988, Kip Thorne et ses étudiants Michael Morris et Ulvi Yurtsever ont montré quelque chose de provocateur. Si un trou de verre stable et traversable existait, il pourrait être transformé en machine à voyager dans le temps. L'astuce est étonnamment simple. Vous prenez une extrémité du trou de verre et vous la laissez là où elle est. L'autre extrémité, vous l'emmenez en voyage. Vous l'accélérez à grande vitesse, vous la laissez voler un moment, puis vous la ramenez. À cause de la dilatation du temps dont nous avons parlé, pour l'extrémité en mouvement, moins de temps s'est écoulé que pour l'extrémité stationnaire. Disons que l'extrémité en mouvement a vécu 1 an, tandis que l'extrémité stationnaire a vécu 10 ans.
Maintenant, vous avez un trou de verre dont les deux extrémités sont à des moments différents. Vous passez par une extrémité et vous sortez par l'autre 9 ans dans le passé. Vous passez dans l'autre sens et vous sortez 9 ans dans le futur. Une machine à voyager dans le temps. Ça semble incroyable. Alors pourquoi ne voyageons-nous pas déjà dans le temps? Parce que les obstacles sont astronomiques et peut-être insurmontables. Premièrement, vous avez besoin d'un trou de verre stable et traversable. Et comme nous l'avons dit, cela nécessite de la matière exotique avec une densité d'énergie négative. Personne ne sait si une telle chose existe en quantité suffisante pour un trou de verre macroscopique. L'effet Casimir montre que l'énergie localement négative est possible. Mais vous en auriez besoin en quantités équivalentes à la masse d'étoiles, peut-être de galaxies. Deuxièmement, même si vous pouviez créer un trou de verre d'une manière ou d'une autre, il faudrait le maintenir stable. Toute matière le traversant le déstabiliserait. Les fluctuations quantiques voudraient le détruire. C'est comme essayer de garder une porte ouverte qui fait tout son possible pour se refermer. Troisièmement, de nombreux trous de verre théoriques contiennent des horizons des événements ou d'autres barrières. Vous pouvez y entrer, mais vous ne pouvez pas en sortir, ou l'inverse. Et quatrièmement, Stephen Hawking a formulé quelque chose qu'il appelait la conjecture de protection chronologique. Il affirmait que les lois de la physique empêcheront toujours la création de courbes temporelles fermées. Toujours, sans exception. Chaque fois que vous vous approchez théoriquement de la création d'une machine à voyager dans le temps, quelque chose l'empêche. Les effets quantiques font que l'énergie diverge vers l'infini, ou une singularité se forme, ou le trou de verre s'effondre. Quelque chose. La nature protège la chronologie. Avons-nous une preuve définitive? Non. Mais il est intéressant de voir à quelle fréquence les tentatives théoriques de machines à voyager dans le temps rencontrent des problèmes précisément au moment où elles devraient fonctionner. Et puis, il y a les paradoxes logiques. Et si vous voyagiez dans le passé et tuiez votre grand-père avant que votre père ne naisse, alors vous ne seriez jamais né. Mais alors, vous n'auriez jamais pu voyager dans le passé. Mais alors, votre grand-père aurait vécu. Mais alors, vous seriez né. Mais alors, vous l'auriez tué. Une boucle infinie de non-sens logique. Les physiciens ont différentes réponses à cela. L'option 1 s'appelle la cohérence de l'histoire. La nature ne permet que des histoires cohérentes. Quoi que vous fassiez dans le passé, c'est déjà arrivé. Vous ne pouvez rien changer, parce que vous ne l'avez déjà pas changé. Si vous essayez de tuer votre grand-père, quelque chose vous en empêchera toujours. L'arme se bloquera. Vous glisserez. Vous découvrirez que vous êtes à la mauvaise adresse. L'univers se réorganise pour assurer la cohérence. Ça ressemble au destin, à la prédestination, mais c'est logiquement cohérent. L'option 2, ce sont les univers parallèles. Chaque intervention dans le passé crée une nouvelle branche de réalité. Vous ne changez pas votre passé. Vous créez un univers alternatif où vous avez tué votre grand-père. Dans cet univers, vous ne serez jamais né. Mais vous venez de l'univers original, où votre grand-père a vécu, donc vous existez. Des ramifications de lignes temporelles. Un multivers. Option 3. Le voyage dans le passé est tout simplement impossible. Hawking avait raison. La nature ne le permet pas. Et toutes les possibilités théoriques qui semblent pouvoir fonctionner s'avéreront irréalisables. Personne ne sait avec certitude quelle réponse est la bonne. Et c'est ce qui est beau dans la science. L'ignorance n'est pas un échec. C'est un défi. C'est une invitation à poursuivre la recherche. Et maintenant vient la partie la plus folle de toute l'histoire. En 2022, une équipe de scientifiques de Google, Caltech, Harvard, MIT et Fermilab a annoncé quelque chose qui a secoué le monde scientifique. Ils affirmaient avoir créé un trou de verre en laboratoire sur un ordinateur quantique. Attendez, quoi? Avant de commencer à faire vos valises pour un voyage vers une autre galaxie, nous devons être prudents sur ce que cela signifie exactement.
Ils n'ont pas créé un tunnel à travers l'espace que vous pourriez traverser. Ils n'ont pas créé un raccourci vers Alpha du Centaure. Ils n'ont pas créé de machine à voyager dans le temps. Ils ont créé un système quantique qui se comporte exactement comme se comporterait un trou de verre, décrit par un certain modèle théorique. Une simulation, mais pas n'importe quelle simulation. Ils ont utilisé quelque chose appelé le modèle SYK, nommé d'après Subir Sachdev, Jinwoo Ye et Alexei Kitaev. C'est un modèle simplifié de gravité quantique. Un système mathématique qui présente des propriétés que vous attendriez de la gravité et des trous noirs, même s'il ne contient aucune vraie gravité. Dans ce modèle, vous pouvez avoir deux groupes de particules quantiquement intriquées, et entre eux peut naître quelque chose qui a exactement les propriétés d'un trou de verre traversable, dans la correspondance ADS/CFT. Qu'ont-ils fait exactement sur l'ordinateur quantique Sycamore? Ils ont créé deux groupes de qubits intriqués, 9 qubits, ce qui est très peu, mais suffisant pour une démonstration du concept. Ils ont injecté de l'information quantique dans un groupe, et cette information s'est téléportée vers l'autre groupe d'une manière cohérente avec le passage à travers un trou de verre. Et voici le point clé. Ce n'était pas juste de la téléportation quantique que nous connaissons depuis les années 90. La façon dont l'information est passée à travers le système correspondait exactement à la dynamique que vous attendriez d'un vrai trou de verre, y compris quelque chose appelé la traversabilité, la capacité de passer à travers. Dans leur modèle, l'information est vraiment passée à travers quelque chose qui correspond mathématiquement à un trou de verre. Bien sûr, des critiques sont venues, et justifiées. Certains physiciens objectaient que ce n'est qu'une simulation, qu'un vrai trou de verre nécessiterait un vrai espace-temps courbé, pas juste des qubits dans un laboratoire. D'autres remettaient en question si leur modèle simplifié correspondait vraiment à un trou de verre, ou juste à quelque chose qui se comporte de manière similaire. Et d'autres encore soulignaient que 9 qubits, c'est ridiculement peu. Un vrai trou de verre nécessiterait astronomiquement plus. Juan Maldacena, l'un des auteurs d'E_R = EPR et l'un des physiciens les plus respectés au monde, était plus prudent. Oui, c'est intéressant. Oui, ça montre quelque chose sur la structure de ces théories. Non, ce n'est pas une preuve définitive de l'existence des trous de verre. Mais voici la chose qui s'est perdue dans le bruit médiatique. Même si ce n'est qu'une simulation, ça montre quelque chose de profond. Les systèmes quantiques sans aucune gravité peuvent présenter un comportement mathématiquement identique au comportement des trous de verre. Cela soutient l'idée de R = EPR. Cela soutient le principe holographique. Cela soutient l'idée que l'espace, le temps et la gravité sont des phénomènes émergents naissants de l'information quantique. Et à l'avenir, avec de plus grands ordinateurs quantiques, avec des milliers ou des millions de qubits, peut-être serons-nous capables de simuler des trous de verre plus complexes, d'étudier leurs propriétés, d'apprendre comment ils fonctionnent, de tester les prédictions des théories de gravité quantique, pas les traverser physiquement, mais les comprendre. Et la compréhension est le premier pas vers tout le reste. Pour comprendre le tableau complet, nous devons regarder quelque chose qui ressemble à de la pure science-fiction. Mais c'est de la physique sérieuse, étudiée par des milliers de scientifiques à travers le monde. La théorie des cordes. C'est un cadre mathématique qui essaie d'unifier toutes les forces de la nature. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et faible. Tout dans un seul système élégant. L'idée de base est étonnamment simple. Les particules élémentaires ne sont pas des points. Ce sont de petites cordes vibrantes, incroyablement petites. Et différentes vibrations correspondent à différentes particules, comme quand vous jouez différentes notes sur une guitare. Même corde, différentes vibrations, différents sons. En théorie des cordes, même corde, différentes vibrations, différentes particules. Électrons, quarks, photons, gravitons. Ça semble élégant,
et les mathématiques sont étonnamment cohérentes. Mais il y a un piège. Pour que les mathématiques fonctionnent, l'univers doit avoir plus de dimensions que ce que nous voyons. Pas 3 spatiales et une temporelle. 10 ou 11 dans certaines versions de la théorie. Où sont passées ces dimensions supplémentaires? Elles sont enroulées en forme microscopiquement petite en chaque point de l'espace. Si petites que nous ne pouvons pas les détecter. Ça ressemble à de la triche? Peut-être. Mais les mathématiques fonctionnent. Et c'est important en physique théorique. Et voici le lien avec les trous de verre. En théorie des cordes, il existe des objets appelés des brains. Ce sont des membranes multidimensionnelles sur lesquelles les cordes ouvertes peuvent se terminer. Et savez-vous ce que sont les trous noirs en théorie des cordes? Ce sont des débranes. Plus précisément, certaines configurations de débranes. En 1996, Andrew Strominger et Komrun Vafa ont montré quelque chose de stupéfiant. Ils ont calculé l'entropie d'un trou noir en utilisant la théorie des cordes. Ils ont compté les états quantiques des débranes et ils ont obtenu exactement l'entropie de Bekenstein-Hawking. Une correspondance parfaite. Exactement le nombre que Hawking avait dérivé par une méthode complètement différente. C'était un énorme triomphe de la théorie des cordes. Ça a montré que la théorie des cordes décrit vraiment la gravité quantique, que ce n'est pas juste un jeu mathématique. Et les trous de verre. En théorie des cordes, les trous de verre apparaissent naturellement, comme des changements topologiques dans la structure de l'espace, comme des tunnels connectant différentes débranes. Et ER égale EPR a une place naturelle dans la théorie des cordes. La correspondance ADS/CFT que nous avons mentionnée est une conséquence directe de la théorie des cordes. Et les trous de verre connectant des trous noirs intriqués sont une partie naturelle de ce cadre. Donc, si la théorie des cordes est correcte, et c'est un grand si, alors les trous de verre ne sont pas juste des curiosités mathématiques. Ils sont une partie fondamentale de la structure de la réalité. Et au niveau le plus petit, John Wheeler, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, l'homme qui a donné aux trous noirs leur nom, a proposé le concept de mousse quantique. À l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, ce qui est 1 milliard de fois plus petit qu'un proton, l'espace-temps devient turbulent. Il n'est pas lisse et continu, comme nous le percevons. C'est une mousse bouillonnante, où des structures microscopiques se forment et disparaissent constamment, y compris des trous de verre microscopiques, trop petits pour que nous les voyions, trop éphémères pour que nous les mesurions. Il n'existe que des fractions de secondes. Mais théoriquement, ils sont là, partout, en chaque point de l'espace, en ce moment même. Et si ER égale EPR est vrai, alors ces trous de verre microscopiques sont en fait des intrications quantiques entre des régions microscopiques de l'espace. L'espace-temps est tissé de trous de verre, le tissu de la réalité maintenu ensemble par des connexions invisibles, tout autour de vous, dans chaque atome, en chaque point de l'espace, en vous. Soyons honnêtes, ce que nous ne savons pas est bien plus que ce que nous savons. ER égale EPR est une hypothèse fascinante, élégante, mathématiquement cohérente, soutenue par de nombreux résultats théoriques. Mais elle n'est pas prouvée. Il n'y a pas de preuves expérimentales directes. Il y a des physiciens qui ne sont pas d'accord. Il y a des théories alternatives. ER égale EPR est-il vraiment vrai? Ou est-ce juste une belle connexion mathématique sans contenu physique plus profond? Nous ne le savons pas avec certitude. Peut-il vraiment exister un trou de verre stable et traversable dans notre univers? Ou les lois physiques l'interdisent-elles vraiment, comme Hawking l'affirmait? Les travaux théoriques suggèrent que ce pourrait être possible. Mais les obstacles pratiques sont énormes, peut-être insurmontables, peut-être pas. Qu'est-ce qui est vraiment fondamental? L'espace-temps, qui se courbe selon Einstein? L'information quantique,
qui crée l'espace selon le principe holographique. Des cordes vibrant dans 10 dimensions, quelque chose d'encore plus profond, dont nous n'avons pas idée? Peut-être que l'espace est émergent? Mais de quoi exactement émerge-t-il? Et pourquoi? Pourquoi l'univers a-t-il exactement ses lois? Pourquoi les équations de la relativité générale? Pourquoi la mécanique quantique? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Ce sont des questions auxquelles la science ne sait pas encore répondre. Et c'est parfaitement bien. La science n'est pas une question d'avoir toutes les réponses. C'est une question de poser des questions de mieux en mieux. Et lentement, génération après génération, de trouver des morceaux de réponses. D'assembler la mosaïque de la réalité morceau par morceau. Revenons au début, à Albert Einstein et ses équations. En 1915, Einstein a changé notre compréhension de l'univers. Il a montré que l'espace et le temps ne sont pas la scène sur laquelle la physique se joue. Ils en font partie. Ils se courbent, ils se plient, ils réagissent à la masse et à l'énergie. Depuis lors, la relativité générale a été testée d'innombrables fois. Les lentilles gravitationnelles, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les satellites GPS. Chaque fois, sans exception, la théorie d'Einstein a résisté. Et la mécanique quantique? Elle est encore plus réussie. Aucune autre théorie dans l'histoire de la science n'a été testée avec une telle précision. Elle prédit les résultats des expériences à 15 décimales près. Et elle n'a jamais échoué. Le problème? Ces deux théories ne se comprennent pas. La relativité générale décrit les grandes choses. La gravité, l'univers, les trous noirs. La mécanique quantique décrit les petites choses, les atomes, les particules, les interactions au niveau subatomique. Et là où elles se rencontrent? Dans les trous noirs, au début de l'univers, dans la mousse quantique à l'échelle de Planck. Là, les mathématiques s'effondrent. Les équations donnent des résultats absurdes, des infinis qui ne peuvent pas être éliminés. Nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, une théorie qui relie Einstein à la mécanique quantique, une théorie qui décrit la réalité à toutes les échelles, des plus grandes structures de l'univers aux plus petites vibrations de l'espace. Et nous ne savons pas avec certitude ce qu'elle est. La théorie des cordes est une candidate. La gravité quantique à boucle est une autre candidate. Il y a d'autres approches, moins connues, mais peut-être tout aussi prometteuses. Et ER égale EPR. Ce pourrait être la réponse, ou au moins une pièce clé du puzzle. L'idée que les trous de verre et l'intrication quantique sont la même chose, que l'espace émerge des connexions quantiques, que la géométrie et l'information sont deux faces de la même pièce. Si c'est vrai, alors les trous de verre ne sont pas juste des curiosités théoriques. Ils sont le fondement de la réalité, le tissu dont tout est fait. Et lentement, pas à pas, nous commençons à tester cela. Des ordinateurs quantiques simulant des trous de verre, des trous noirs analogiques dans les laboratoires, des observations astronomiques de plus en plus précises, des détecteurs d'ondes gravitationnelles écoutant le murmure de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? Pratiquement, rien. Vous ne voyagerez pas à travers un trou de verre. Vous ne retournerez pas dans le temps pour corriger vos erreurs. Vous ne volerez pas par un raccourci vers une autre galaxie. Du moins, pas vous. Peut-être vos arrière-petits-enfants. Peut-être dans 1000 ans? Dans 1 million d'années? Qui sait ce qui sera possible quand nous comprendrons mieux l'univers? Mais philosophiquement, vous vivez dans un univers qui est bien plus étrange et plus beau que la plupart des gens ne le réalisent. L'espace autour de vous n'est peut-être pas une scène vide sur laquelle votre vie se déroule. C'est peut-être un tissu dynamique fait de connexions, d'intrications, de liens quantiques invisibles qui relient tout à tout. Vous faites partie de ce tissu. Les atomes de votre corps sont nés dans les cœurs des étoiles il y a des milliards d'années. Ils sont quantiquement intriqués avec d'autres atomes, avec d'autres personnes,
avec d'autres étoiles, peut-être avec d'autres univers, pas métaphoriquement, littéralement, physiquement. La distance que vous percevez entre vous et les autres, entre vous et les étoiles, entre vous et l'univers, n'est peut-être pas aussi réelle que vous le pensez. C'est peut-être juste une illusion naissant des limitations de notre perception. Et au fond, sous la surface, tout est connecté, entrelacé, intriqué. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'y réfléchir. Einstein a dit un jour que la plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystère. C'est la source de tout art et de toute science véritable. Les trous de verre sont l'un de ces mystères, l'un des plus grands. Peut-être ne le résoudrons-nous jamais complètement, peut-être si. Mais le voyage lui-même, l'effort même de comprendre, est ce qui nous rend humains, ce qui nous distingue des autres créatures de cette planète. La capacité de poser des questions sur la nature de la réalité et de ne pas abandonner, même quand les réponses viennent lentement. Regardez les étoiles ce soir. La lumière que vous voyez a voyagé des milliers, des millions, des milliards d'années avant d'atteindre vos yeux. Et pourtant, elle vous connecte à ces soleils lointains. Et peut-être que quelque chose d'autre vous connecte à eux aussi. Quelque chose de plus profond. Des trous de verre, des intrications quantiques, des fils invisibles dans le tissu de la réalité. Les trous de verre existent. Peut-être pas comme vous les imaginiez. Peut-être pas comme des tunnels que vous pourriez traverser en vaisseau. Mais comme la structure fondamentale de la réalité. Comme le tissu dont tout est fait, y compris vous. Et ce n'est que le début. Si ce sujet vous fascine, nous en avons un autre pour vous. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur d'un trou noir? Que verriez-vous si vous franchissiez l'horizon des événements? La réponse est bien plus étrange que vous ne le pensez. Cette vidéo est juste ici. Et si vous vous demandez ce qu'est le temps et pourquoi il n'existe peut-être pas du tout comme vous le pensez, cette vidéo va vous couper le souffle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires sur les mystères les plus étranges de l'univers. À la prochaine.